C'est l'un des pays d'Afrique où elles sont les plus diplômées, où le poids de la tradition n'a pas été un grand frein pour la scolarité. Elles sont nombreuses dans des postes de décision, dans des institutions ou des firmes internationales, sont respectées et remportent régulièrement des prix d'excellence. Pourtant, elles ne représentent que 9% dans les cercles de pouvoir et de décision dans leur pays. Le Cameroun n'occupe que la 39e place dans le classement africain des meilleurs promoteurs dans les droits des femmes. Le 141e rang parmi les 189 pays classés par rapport à leur niveau d'inégalité entre les sexes. Qu'est-ce qui explique ce contraste saisissant? Où sont les femmes camerounaises? Quelles sont les discriminations dont elles sont victimes? Comment améliorer leurs conditions? Bonjour et bienvenue dans le débat africain spécial leadership féminin qui est ce dimanche à Yaoundé, la capitale camerounaise. Avec sur ce plateau 3 femmes d'exception, d'excellence. 3 leaders dans leurs domaines respectifs. D'abord, le docteur Ernestine Ngouetbel, gynécologue obstétricienne, directrice de la clinique médicale Odyssée et du centre d'assistance médicale à la procréation de la même institution. Ernestine Ngouetbel est également la présidente de la Société camerounaise de la fertilité. Bonjour, docteur Ernestine Ngouetbel. Bonjour, cher Alain. Merci d'être là. Merci. Notre second invité est Nadine Tinen, PDG de PricewaterhouseCoopers House, Afrique francophone subsaharienne. Il faut préciser que PwC est l'un des plus importants cabinets mondiaux dans le domaine de l'audit, d'expertise comptable et de conseil, tant pour les États que pour les entreprises. Bonjour Nadine Tinen. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Merci. Notre troisième invité de ce plateau de Yaoundé au Cameroun est le professeur Viviane Ondoa Biwole, professeure en sciences et gestion à l'université de Yaoundé 2, experte en gouvernance et fondatrice du cabinet conseil en management au BIF Solutions. Bonjour, professeur Viviane Ondoa Biwole. Bonjour, Alain Foucault. Je soulignais en gros, en démarrant l'émission, cette incongruité qui veut que les femmes si instruites et si dynamiques de ce pays, le Cameroun, occupent peu d'espace dans la sphère décisionnelle de ce pays, que ce soit dans le public ou dans le privé. Comment l'expliquer, professeur Viviane Ondoa Biwole? Peut-être avant de justifier, allons en profondeur dans les constats pour apprécier l'ampleur en réalité du problème. C'est vrai que vous avez présenté un agrégat global 9%. J'imagine que vous avez agrégé effectivement toutes les statistiques. Mais je pense que lorsqu'on va dans des détails, on se rend compte que l'ampleur est plus importante que cela. Je prends simplement un exemple au niveau de la territoriale. C'est vraiment l'événement récent pour qu'on comprenne ce qui s'est passé ou alors qu'on le fasse ensemble. On s'est rendu compte que sur 10 présidents de région, il n'y a aucune femme. Sur 14 mairies, grandes mairies, il n'y a aucune femme. Bien sûr, il n'y a pas de femmes gouverneurs. Il y a 35 femmes sur 360 qui sont des maires. Donc, dans toute la territoriale, dans la gouvernance territoriale, pour les 5 prochaines années, nous aurons uniquement 9,11% de femmes au niveau infranational. Dans les 9 prochaines années? Les 5 prochaines années. Oh, c'est parti pour 5 ans. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Dans le cadre de l'analyse que nous avons réalisée, souvent, vous entendez parler des problèmes culturels. Je pense que c'est déjà dépassé. On ne peut pas en 2021 continuer de sortir cela. On parlait également à une époque de la sous-scolarisation des femmes. Vous avez bien mentionné. Nous sommes dans un pays où les femmes sont diplômées dans tous les secteurs d'activité. Et vous êtes à l'université, vous les voyez tous les jours. Nous avons les chiffres, nous avons les statistiques. Donc rien ne peut expliquer ni la culture. Et même au plan juridique, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Et on pourrait peut-être dire qu'il y a des droits qui sont accordés aux femmes. Peut-être la justesse de ces droits peut poser problème. Mais mon analyse personnelle, dans le cadre de mon champ de compétences, moi je m'intéresse à la gouvernance. Et on pourra adresser cette question dans le cadre de la gouvernance inclusive. C'est de dire qu'il y a des dispositifs ou des mécanismes de gouvernance qui excluent les femmes. Et lorsque vous parlez des postes de pouvoir, vous savez que pour certains, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire et donc d'un individu qui décide qui il prend. Et de ce point de vue, on pourrait également dire que ces mécanismes sont discriminants. Mais si on pousse l'analyse plus loin, on va se rendre compte, j'ai parlé tout à l'heure du domaine politique qui demande beaucoup d'argent. Avant d'arriver là, il y a un itinéraire. Et lorsque les femmes sont exclues tout au long de l'itinéraire, on se rend compte qu'elles ne pourront pas arriver au bout de la course. Donc il y a des dispositifs, de mon point de vue, de gouvernance qui peuvent être questionnés et qui font en sorte que les femmes ne soient pas choisies. Là, sur ce plateau, on a des femmes qui sont très diplômées, qui occupent des fonctions qui sont importantes. J'ai envie de dire, est-ce que vous rencontrez au quotidien des difficultés dans le domaine où vous êtes parce que vous êtes des femmes? Là, je me tourne vers le docteur Ernestine Ngouetbel. Oui, c'est criard, en fait. Quand je vous écoute, ça me fait encore plus mal. Mais vous vous en rendiez pas compte? Mais pas à ce point-là, parce que
je peux dire aussi dans le domaine médical. Moi, j'exerce en clientèle privée, en libéral. J'ai essayé de faire de l'hôpital pendant 3 ans, ça n'a pas tenu. Mais nous avons fait au niveau de l'Association des femmes médecins du Cameroun une analyse aussi. On a vu que quand les femmes entrent en faculté de médecine, elles sont plus nombreuses que les garçons. Plus le niveau monte, plus les femmes sont moins importantes. Et quand on arrive au niveau des responsables, des directeurs des hôpitaux, des proviseurs et tout ça, enfin, il n'y a pratiquement plus de femmes. Donc, mais où est-ce qu'on les perd, les femmes? Non, il y a des tonnes de raisons. On dit, oh, ils sont allés faire des accouchements, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, les femmes qui ont accouché travaillent. Moi, j'ai fait mes enfants à la faculté de médecine de Paris. Ça ne m'a pas empêché de travailler. Donc, il y a vraiment un problème de sexisme, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui ne laisse pas la place aux femmes. Moi, par exemple, mon expérience, si je me suis retrouvée là, c'est uniquement parce que j'ai très, très rapidement choisi de faire du libéral. Je suis rentrée ici, beaucoup de difficultés pour travailler, n'ayant pas fait ma médecine ici. J'ai été prise à la fonction publique. J'ai mis 2 ans. 2 ans pour me rendre compte qu'en fait, ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire là-bas. Donc, je me suis lancée. Quand vous dites que vous ne pouviez pas faire ça là-bas, ça veut dire que vous aviez des freins parce que vous étiez une femme ou bien parce que ce qui se passait là-bas ne vous intéressait pas, tout simplement? Mais il y a toujours des freins. Il y avait toujours des freins. J'étais arrivée, jeune gynécologue. Bon, j'avais le chef de service. Et c'est vrai que ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire. Et en plus, il y a eu des injustices très, très criardes, très précocement. J'ai eu peur pour ma santé et je suis partie. Ah, d'accord. Et dans votre domaine, Madame Tinene, vous êtes dans un secteur qui est du haut niveau dans le domaine de la finance, de l'expertise, de l'audit. Est-ce que dans ce domaine-là aussi, vous rencontrez les mêmes difficultés? Est-ce que c'est très masculin dans ce secteur d'activité aussi? Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'autres patronnes de groupes, de grands cabinets comme vous. C'est exact, Alain. C'est un milieu qui est très masculin et macho. Et quand j'écoute le docteur Wedbel et que j'écoute le professeur Biwele, ce que j'ai pu observer dans le cabinet, dans la firme, et comme je couvre l'Afrique francophone, ça me donne la possibilité d'aller d'un pays à l'autre, le problème part de la cellule familiale. Le problème part de l'environnement. C'est très bien, les femmes sont éduquées, elles sont formées, elles ont des diplômes. Elles sont formées, elles ont des diplômes, elles sont éduquées, c'est très bien. Mais dans l'environnement familial, dans la cellule familiale, on ne leur a pas appris à avoir davantage confiance en elles. Elles auront des diplômes, mais elles n'auront pas la confiance, elles n'auront pas les semences qui font qu'elles auront envie d'aller très loin et de se surpasser. On leur rappellera souvent. C'est-à-dire elles se brident. Elles se brident. Elles se brident. Donc, il faut les accompagner. Comment on dit ça En tout cas, moi, j'ai grandi dans une famille africaine. Je n'avais pas le sentiment que nous bridions nos sœurs. Non. Non. On ne bride pas les sœurs, mais on ne leur donne pas le même poids dans la cellule familiale qu'à leurs frères. Vous avez tous ce sentiment, toutes? En fait, c'est un peu sournois parfois. Ah. Mais on le faisait sans nous en rendre compte alors ou quoi? On le ressent. Parce que j'ai eu le sentiment que mes sœurs avaient le même traitement, que mes sœurs avaient les mêmes chances à l'école. Et vous le dites tantôt, au Cameroun, les filles sont même plus nombreuses à l'école, et même dans les écoles de médecine, à l'université. Moi, je pense que cette remarque sur l'éducation, c'est vraiment, ça change en fonction des familles, en fonction des milieux. Je pense que les enfants, les filles qui ont été élevées dans les familles où on s'est battu, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan intellectuel, prennent de cela. Elles vont perturber, elles vont continuer dans ce niveau-là. Celles qui sont peut-être dans les familles qui sont très religieuses, où la religion interdit certaines choses, oui, peut-être dans ce cas-là. Mais je pense de plus en plus aujourd'hui quand même, les femmes, les filles ont la possibilité d'avoir des diplômes, d'être bien remplis. Bien outillées. Bien outillées, mais malgré ça, ils n'ont pas de poste. Lorsqu'on le dit, effectivement, on peut prendre des exemples personnels, mais moi, je me souviens, nous avons réalisé 3 études dans ce domaine-là, mais les résultats sont assez frappants pour dire que toutes ces raisons sont valables. Une première étude a été réalisée en 2000. Et l'étude concernait effectivement les femmes qui ont réussi, parce qu'on se disait, nous sommes dans un environnement réputé macho, réputé également sexiste. Comment celles-là font pour arriver aux sphères de décision? Donc, celles-là nous intéressaient au niveau de leur trajectoire. Et le constat était ce que mes collègues disent, en fait, la cellule familiale. Beaucoup ont été à ces postes-là grâce à leur mari, grâce à leurs parents. Donc, il y a un encadrement familial qui fait en sorte que certaines
puissent effectivement aller plus loin et d'autres moins loin. Bon, il faut dire que là, il s'agissait des postes de gestion. Ça peut se comprendre. En 2017, nous réalisons la même étude, cette fois-là dans le secteur privé. Alors là, c'était extrêmement frappant pour dire à quel point cette différence d'encadrement familial peut également être très, très prégnante, mais surtout le rôle du mari. Alors moi, j'étais très impressionnée parce que lorsqu'on va à l'école, on peut avoir l'impression que l'école nous donne tout, mais l'école ne donne pas la liberté, effectivement, et l'assurance. Et lorsque nous sommes des femmes dans certains environnements, nous passons d'une tutelle à une autre. La tutelle des parents, ensuite tutelle des maris, pour celles qui ne connaissent pas d'autres transitions. Et puis, à un moment donné, on se dit, oui, on a des diplômes, mais le diplôme n'a rien à voir avec l'épanouissement personnel. Vous rencontrez des femmes qui sont à des postes de gestion, pas épanouies, décisions prises par telle. Et puis, ça nous a vraiment frappé. Et puis, il y a une dernière étude qui a été menée en 2021, cette fois-là avec 100 femmes beaucoup plus différentes. On s'est intéressé à leur trajectoire et on se rend effectivement compte que les problématiques évoluent. Les femmes de 2021, oui. Mais on a aussi remarqué que ce n'est pas parce qu'on est à la tête d'une entreprise qu'on est une femme qu'on embauche un peu plus de femmes. On a regardé dans les cabinets, on a regardé dans les banques, là où il y avait des femmes, il n'y avait pas forcément plus de femmes à des postes de responsabilité. On n'en embauchait pas plus. Est-ce que les femmes aussi, elles-mêmes, ne se sont pas inscrites dans cette démarche-là? Est-ce que c'est seulement le fait des hommes? Les femmes sont dans cette logique, mais pas complètement, parce qu'on le voit bien, à l'entrée, en tout cas, si on prend les cabinets de conseil, il y a toujours une majorité de femmes. Pendant 4 ans, 5 ans, les femmes excellent. Mais au bout de 6 ans, quand il faut passer au stade de manager ou de middle management, où sont les femmes? Elles sont parties en entreprise pour avoir un meilleur équilibre, vie privée, vie professionnelle, et parce qu'il y a le poids de la famille. Et tant qu'on n'a pas réglé le poids de la famille, tant qu'on n'a pas réglé la confiance qu'on doit en voir à ces jeunes femmes, elles n'auront pas cette confiance. Elles vont toujours s'identifier, elles vont penser qu'il y a un plafond de verre qui, tout compte fait, n'existe que parce qu'on veut le voir. Si on décide de s'en tenir à sa mission et de continuer de foncer, de persévérer, tous les obstacles, on arrive à les faire passer. Mais pour ça, il faut qu'on soit accompagné, les parents, le conjoint, tous les hommes qui peuvent influencer. Et si je prends mon cas chez PwC, j'ai réussi à aller assez rapidement parce qu'on me faisait confiance. Des hommes m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, je fais confiance à des hommes, mais également à des femmes, mais en leur créant l'environnement pour qu'elles puissent éclore leurs talents et qu'elles continuent d'avoir confiance en elles. Si on a confiance en elles, on est fort et on peut résister parce que les difficultés, il y en a. Peut-être que tout ici, on ne l'a pas vécu de la même manière, mais quand on est jeune, quand on est femme, et dans certains cas en fonction de la couleur de sa peau, on peut considérer tout de suite qu'on aura des problèmes. Et je vais vous donner un exemple. Tout en début de ma carrière, la première année, je viens à Yaoundé, dans un ministère. On me refuse l'accès à ce ministère parce que j'ai un pantalon. Oui. Ça va jusque-là. Parce que vous avez porté un pantalon. Oui. Donc, on ne veut pas savoir ce que je vais apporter, mais parce que j'ai un pantalon, je ne peux pas avoir l'accès. Je ne suis pas entrée. Vous connaissez souvent ça, vous? Oui, moi, la première fois, je suis allée au ministère de la Santé, je ne suis pas entrée. Au ministère de la Santé? Oui. Médecin? Quand je venais de rentrer, oui, je pense que c'est plus pareil maintenant, je ne sais pas, mais je n'étais pas entrée. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme raison? Le pantalon. Ah, la femme ne doit pas porter le pantalon. Oui, je ne savais pas. Je savais pas. Moi qui m'occupe de femmes sur leur plan santé, maternité, tout ça, cela constitue malheureusement encore un frein. On ne peut pas attendre des femmes d'être compétentes, compétitives, travailler beaucoup, en même temps leur demander de faire des enfants. Pendant qu'elles font les enfants, il y a sûrement toujours des problèmes. Elles doivent avoir de la disponibilité pour leurs enfants, pour leur éducation, pour les accouchements, pour les chercher. Beaucoup vont passer de nombreuses années avant de tomber enceinte. Donc tout ce temps-là ne devrait pas les pénaliser. Si nous sommes dans des sociétés modernes, la femme devrait avoir des priorités pour pouvoir gérer. Oui, mais lorsque vous dites ça, généralement, ici, on vous dit, vous nous amenez des idées de blanc, oui, que ce n'est pas pour nous. Est-ce que c'est faisable dans notre société? Si on ne tient pas compte de ça, les femmes n'auront pas trop souvent des sièges de managers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les hommes vous font plus confiance? Vous, dans votre domaine, vous faites des bébés, félicitations. Je vais arriver aux deux dames qui se mettent à rire lorsque je dis ça. Mais est-ce que dans le domaine qui est le vôtre, Dr Ngouetbel, où vous faites des bébés, vous êtes connu pour ça, vous venez au secours des gens qui ont du mal? Vous soignez des couples. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'ils viennent un peu plus vers vous aujourd'hui en se disant, elle est compétente, et en plus elle est une femme, ou bien ça reste encore un handicap?
Ça a été un handicap au départ. Ça le continue un peu. Mais quand il y a des... De la part de qui? De la part des femmes ou bien des hommes? Quand on vient vous voir, on se dit on a un problème, on n'arrive pas à faire d'enfants. Vous êtes une solution. Je crois qu'en tant que femme, ça devrait plutôt être un avantage, non? Mais vous savez, comme gynécologue, des études aussi ont été faites pour voir entre les gynécologues hommes et femmes vers lesquels les femmes allaient plus souvent. La majorité des femmes allaient vers les gynécologues hommes. Ah bon? Oui. Je croyais que le contraire. Mais on viendra chez moi pour la compétence. Parce qu'on a frappé quelque part, ça n'a pas marché. On a entendu que, on a vu à la télé, machin, on va venir. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas, à mon avis, c'est pas important. Parce qu'il faut si, quand même, un petit peu. Mais oui, mais il faut que les couples, les hommes comme les femmes, aient la liberté de choisir ce qu'ils veulent. Mais pas en fonction du sexe du médecin qu'on a en face. Mais, écoutez, mais je me permets d'insister que les femmes doivent avoir des dérogations pour leur rôle dans la maternité. Dans la maternité. Parce que c'est elles qui sont pénalisées pendant ces périodes-là. 9 mois de grossesse, aller accompagner l'enfant à la crèche. Tout ça ne doit pas être... Nous, on accompagne quand même de plus en plus à la crèche. C'est bravo. Mais un petit peu. Enfin... Elles ne doivent pas être pénalisées pour ça. Mais ce n'est pas uniquement d'ailleurs pour ça qu'elles sont pénalisées, c'est aussi par rapport aux a priori. Quand une femme va avoir un poste, on lui donne les a priori déjà, oui, elle ne va pas être là, elle va prendre du temps. Et j'espère que vous n'avez pas fait un enfant dans l'année qui suit. Voilà. Certaines doivent signer qu'elles ne vont pas accoucher avant 3 ans, par exemple. Ah oui, quand même. On vous a fait ça à vous, Ah non, Madame Tinen? Pas du tout. Chez vous, ça n'existe pas, ça, quand même. Non seulement ça n'existe pas. Ça peut être très futile, hein. C'est pas toujours très... C'est très subtil. Voilà, subtil, c'est pas toujours très évident. Mais on vous dit quand même qu'il faut progresser pendant 3-4 ans. Avant de commencer. Avant de commencer à faire des enfants. C'est ça. Ouais, et les femmes intègrent tellement cela qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire les enfants avant 40 ans. Or, 40 ans, c'est déjà un âge extrêmement tard pour une femme pour faire des enfants. La nature est faite pour que les femmes fassent des enfants entre 20 et 35 ans. La plupart des femmes aujourd'hui qui ont des postes, et moi je le sais très bien par rapport à mes filles, à mes nièces, elles ne vont pas faire les enfants avant 38 ans. Et ça, c'est déjà... Mais les hommes font aussi des enfants de plus en plus tard. La question qui vous a fait sourire toutes les deux tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on vous fait confiance? Et là, je vous ai entendu éclater de rire. Moi, j'ai ri parce qu'en réalité, lorsqu'on aborde la question du point de vue justement de la gouvernance, vous parlez de confiance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, en réalité, qui distribue, disons ça ici, des responsabilités. Et justement, lorsqu'on aborde la question de ce point de vue, ce serait injuste. Comme disait le docteur Gouetbel et Mme Tinen, de poser en réalité sur la table notre rôle de procréation. On devrait même avoir une prime à la procréation au lieu de vivre un coup d'état sexué. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit ces constats, on peut se dire que ces constats sont quand même la résultante des décisions qui sont prises à un moment donné. Moi, très récemment, j'ai essayé d'analyser la problématique en utilisant justement les décisions prises par que ce soit les décideurs politiques ou les décideurs au niveau des organisations. Je vous prends un exemple simple. Au Cameroun, on va vous dire, le président de la République, dans la Constitution, il nomme aux emplois civils et militaires. Donc, il peut nommer les femmes comme il peut nommer les hommes. Vous avez dit les femmes sont scolarisées, elles sont là. Ce n'est pas toutes les femmes qui font des enfants en plus. Pour diverses raisons, soit par convenance personnelle, soit parce qu'elle va en voir un ou deux. Bref, on ne peut pas, sur la base d'un stéréotype comme celui-là, dire qu'on ne va pas nommer les femmes. Deuxièmement, prenons toujours la responsabilité à ce niveau. On va se rendre compte qu'au niveau du Sénat, le président de la République a 30 personnes à nommer. À la dernière mandature, il a nommé 4 femmes sur 30. C'est une volonté, je sais pas. Mais quelquefois, on vous dit qu'on les cherche sans les trouver. Hein, que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Alors, moi, je vais prendre un exemple simple. Aux dernières élections des présidents de région, nous avons dans le code électoral des dispositions qui sont très intéressantes. On dit qu'il faut avoir une liste qui tient compte de la représentation communautaire. Donc, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des... Alors, les listes sont bien jusqu'à la dernière étape. C'est-à-dire que les femmes sont présentes jusqu'à l'étape des élections des présidents de région. Mais elles disparaissent comme présidents de région. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le choix du président est laissé
à la convenance des partis politiques. À ce moment, l'enjeu rentre de ce côté. Surtout qu'à cet âge-là, les présidentes de région, elles ne vont pas faire d'enfants dans les années qui vont suivre. On ne peut pas leur opposer justement la maternité. Et on ne peut pas leur opposer également l'itinéraire. Parce que quand vous voyez l'évolution des femmes, c'est très vicieux. Alors, nous avons au Cameroun une politique de rémunération qui est autour des postes de travail. C'est-à-dire que lorsque les salaires sont les salaires d'Afrique centrale, relativement modestes, mais lorsque vous êtes à un poste, il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors, vous n'avez pas assez de femmes. Parce que lorsque vous dites qu'on ne les voit pas, oui, on ne va pas les voir parce qu'elles n'ont pas eu le temps tout au long de l'itinéraire d'amasser justement fortune pour faire politique plus tard. Parce que si vous n'avez pas été à ces postes-là, vous êtes en réalité privé d'une partie des ressources. Et c'est à ce moment, comme je dis, c'est très sournois, c'est très vilain, parce que finalement, on va vous concentrer, ou vous confiner, pour reprendre le mot à la mode, on va vous confiner à certains postes. Je vous prends un exemple amusant. Depuis que le Cameroun est Cameroun, c'est-à-dire que depuis que le Cameroun est indépendant en 1960, aucune femme ministre n'a jamais occupé 2 postes ministériels différents. Et pourtant, les hommes connaissent une mobilité assez incroyable. Les femmes, quand elles entrent au gouvernement, elles sont confinées, même si elles font 18 ans. Elles restent au même poste jusqu'à leur sortie. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? des sexes. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'elles ne connaissent pas cette mobilité qui est parfois source d'apprentissage? Et même, je voulais dire de revenus, parce que... quand même. Oui. Elles ont envie de prendre moins des risques. Je ne pense pas que la solution sera une discrimination positive ou nécessairement l'envie de dire il faut qu'on accompagne les femmes. Il faut déjà que les femmes veulent être accompagnées. Il faut qu'elles aient envie de le faire. Et quelles que soient les institutions ou le côté politique, jusqu'où, quand vous comparez un homme et une femme, jusqu'où un homme et une femme plutôt est prête à se sacrifier, est prête à renoncer, à pouvoir faire par exemple des enfants un peu plus tard, ou à dormir moins longtemps parce qu'il faut s'occuper des enfants tout en travaillant, jusqu'où elle est prête à faire ce renoncement. Aujourd'hui, on ne va pas attendre que tout soit donné. À mon avis, tout s'arrache. Et pour pouvoir se l'arracher, il faut pouvoir continuer de se former et puis continuer d'être présent où les décisions peuvent se prendre. Vous avez bien dit... Mais comment être dans ces zones où les décisions peuvent se prendre si les gens ont déjà fermé la porte? Mais au moment où ils ferment la porte, il y a un processus qui va conduire à ce que les portes se ferment. À ce moment, où sont les femmes? Avez-vous le sentiment que les femmes ne se sont pas suffisamment battues, ne se sont pas suffisamment lancées pour qu'on en arrive à une situation aussi ubuesque? J'ai le sentiment que les femmes attendent beaucoup des hommes, qu'on leur tienne la main, qu'on leur ouvre la porte. Et quand vous regardez dans certains domaines d'activité aujourd'hui, on ne voyait pas des femmes pilotes, par exemple, ou médecins, il y en a de plus en plus, parce qu'elles se sont dit, pourquoi je n'arriverai pas à le faire? Et elles ont défini une stratégie et une trajectoire pour y arriver. C'est vrai qu'après, les hommes sont plus majoritaires, doivent faciliter l'accès, mais la réalité, c'est qu'ils ne le font pas. Donc, comment on fait? Une fois qu'on a fini de se plaindre, d'avoir de l'énergie pour dire ça ne marche pas, c'est cette énergie qu'on ne mettra pas à voir comment je trouve ma route, comment je fais pour renverser les obstacles. Alors, dans cette seconde partie, je veux vraiment qu'on soit orienté solution. Parce qu'il y a des jeunes filles qui vous regardent, parce qu'il y a des jeunes filles qui ont pris pour modèle celles qui ne sont pas dans leur environnement, les Kim Kardashian et compagnie, parce qu'il y a des jeunes filles qui pensent que ça ne se passe que sur les réseaux sociaux et se mettre souvent dans des tenues les plus inacceptables possibles, parce qu'elles ont envie d'exister. Vous êtes des mamans, je pense que vous êtes toutes mamans sur ce plateau-là. Comment font-elles pour sortir de ce cercle-là, pour ne pas avoir juste du désespoir, pour ne pas écouter que, bon, les hommes ont fermé la porte, il va falloir chercher autrement? Quelle est la solution, docteur Ngouetbel, par exemple, pour vous? Comment vous abordez la question avec vos enfants, vos nièces? Bon, l'éducation. L'éducation à partir de la famille. Je pense que dans les familles où les femmes ont réussi, les filles vont suivre, ou les petites filles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la détermination et le manque de complexe. Il ne faut pas être complexé. Parce que, si je peux encore citer un exemple, quand par exemple nous avons fait une équipe pour faire la procréation, nous étions 6, nous avons travaillé dans deux centres en même temps. Et puis au bout de 5 ans, moi j'ai dit, je vais faire autrement parce que ce qu'on a décidé au départ, ce n'est pas exactement ça. Donc moi, je peux faire un autre centre. Personne n'a cru, on m'a ri au nez, tu ne peux pas le faire, tu es une femme, et voilà. Bon, je me suis fermé les yeux, j'ai dit, je veux le faire. Et je l'ai fait. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc, il faut que les juste jeunes filles... une parenthèse. Est-ce que vous savez à peu près combien d'enfants vous avez permis de voir? Mais disons, j'aime pas calculer ces chiffres-là parce que... Une petite idée. Oui, mais une petite idée...
Je pense, comment je vais dire ça? Dans les 1500, je ne sais pas. 1500. Ah, bravo. Ah, bravo. Chapeau bas. Ah, bravo. 1500 enfants. Hein? Vous avez permis à des femmes et des couples de Nous travaillons en équipe. Nous travaillons dans des équipes, donc... Oui, mais bon, vous êtes la patronne, donc... voilà, c'est bien. Non, je voudrais vraiment que les filles, les femmes sachent qu'elles sont capables, qu'elles soient déterminées, qu'elles ne se plient pas quand elles veulent arriver à une situation. Si j'ai posé la question, c'est parce que dans un autre pays où nous avons rencontré des femmes leaders comme vous, elles disaient, nous avons plus envie que nos enfants ne fassent que communication et... Mais tout à fait. Hein, qu'elles fassent des choses techniques, qu'elles soient dans des domaines qui soient plus concrets que marketing, communication, je crois. Mais tout à fait. D'après moi, ce qui est le plus bloqué, ce qui est le plus fermé, c'est surtout la politique. Bon, moi, donc il faut qu'elles en fassent de la politique. Non, là c'est comme... Oui, il faut qu'elles militent. Il faut dire que vous avez milité dans les années 90. Oui, hein? j'ai essayé, mais bon... Dans la période de Braise. Voilà, la politique est un peu compliquée parce que les femmes n'ont pas les codes pour faire la politique. Mais peut-être qu'il faut qu'elles aient ces codes-là, puisque c'est là-bas que ça se décide. Mais oui, mais c'est là que ça se décide, mais c'est pas toujours ouvert. C'est pas toujours... Alors moi, quand on aborde ce problème, je me dis il y a des solutions individuelles, il y a des solutions collectives quand on parle de femmes, mais aussi des solutions institutionnelles. Moi, je crois que tout ça doit être mené de front. Parce qu'on se rend compte que l'État a un rôle à jouer. L'État a un rôle, quand on parle de gouvernance inclusive, l'État ne doit pas laisser une composante de la société à la marge, qui plus est. Mais c'est qui l'État? Puisque vous avez conscience que ce sont des décideurs publics. Des gens qui... Ce sont des décideurs publics. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'il faut s'attaquer à toutes les discriminations qui empêchent aux femmes et aux jeunes, parlons là du genre plus globalement, d'exister. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je dis, dans le plan institutionnel, je crois qu'on doit avoir des règles qui ne soient pas des règles discriminantes. Mais vous avez dit tout à l'heure, professeur, que les règles existent, que sur le plan juridique, ici, c'est plutôt bien fait. Donc là, soyons... Elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées. Donc comment faire pour qu'elles soient appliquées? Puisque de toute façon, ceux à qui vous parlez, ça doit les faire rire. Ils doivent se dire, bon, brailler toujours, ça ne change rien. La première chose qu'on doit se dire, c'est que ce n'est pas de la pitance. On ne demande pas le monde. C'est un droit. Le fait d'en parler, parce qu'on va dire, ah, vous vous plaignez beaucoup, on ne se plaint pas, ce sont des droits en réalité. Si on considère, voilà, on nous appelle des pleureuses. Hein. Et j'ai envie de vous dire également, et vraiment au plan institutionnel, je pense qu'il faudrait, et jusque-là, nous avons quand même des situations qui sont... Elle parlait de la politique. Oui, la politique est discriminante. Ce sont des hommes politiques qui prennent des décisions. Moi, je me souviens encore... Mais peut-être qu'il faut rentrer en politique. Oui, il faut militer. Peut-être qu'il faut militer, peut-être qu'il faut être dedans, il ne faut pas être à l'extérieur. Oui, et je suis d'accord lorsqu'elle disait qu'il faut militer dans tous les cas, c'est l'une des solutions. Il faut mettre le pied dans la porte. D'accord, mais nous le faisons. Je ne voudrais pas qu'on accuse en plus les femmes de tout ce qu'on fait déjà, qu'on nous accuse en plus de ne pas faire suffisamment d'efforts, que les hommes ne font pas. Peut-être que vous dormez trop, hein, peut-être que... Non, que les hommes ne font pas. Deuxième chose, je disais que la solution peut aussi être individuelle. Vous savez, dans nos curricula de formation, nous avons remarqué qu'il y a très peu de formations en développement personnel. Nous avons des formations dures, management, en sciences naturelles, etc. Mais des formations en confiance en soi, en développement personnel dans les universités, je vous laisse le soin de compter. Donc, on se rend finalement compte que si les femmes ne les ont pas, en termes d'appui au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, elles seront premières, mais n'auront pas ce volet-là. Ça peut être également... Et du coup, il leur revient à elles de s'impliquer individuellement, d'être résilientes. Et ça aussi, c'est tout un autre exercice. Je vais vous prendre quelques exemples. Moi, je connais Mme Gouin, je connais Mme Tinette. Je me connais aussi un peu. Nous qui passons dans les plateaux de télé ne sont pas toujours bien vus. Hein. Il y a toujours ces stéréotypes. Parfois, on va vous dire que... Mais déjà, vous amener sur des plateaux télé, c'est très compliqué, hein, soit dit au passage. C'est justement cet environnement. Donc peut-être qu'il faut venir un peu plus souvent. C'est cet parce environnement. Que pour faire les plateaux que l'on fait, nous avons beaucoup de mal à convaincre les dames de venir parler d'elles. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'après ce plateau, vous recevez des coups de fil, votre mari vous reçoit des coups de fil, mais votre femme se pavane. Voilà. Elle ne peut pas être comme telle qui est très discrète. Bon, voilà. Donc, militer. Donc, les femmes doivent militer. Et pour militer, parfois, elles doivent sortir des conformismes. Et briser les conformismes, il faut qu'elles acceptent de ne pas être forcément aimées. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Mais il y a autre chose qui est à notre avantage, même si c'est retourné contre nous. Les femmes sont relativement honnêtes. Alors, lorsque nous sommes dans un environnement... où les ententes viriles pour vous imposer parfois des comportements ou alors des exigences coquines, et que vous dites non. Parlons-en des exigences coquines. Hein, vous êtes toujours victime de ces exigences coquines. Oui. Ah bon?
Je fais le surpris. Je n'ai jamais connu ça. Dans votre J'ai eu domaine, le privilège de ne pas connaître cela. Tant mieux. mais comment ça se fait que dans votre domaine, ça n'existe pas? Ça n'existe pas certainement parce que les personnes qui font du conseil et qui sont formées pour faire du conseil ont plus d'interaction avec des personnes extérieures. Donc avec des clients, avec des entités. Oui, mais lorsque vous allez en clientèle, lorsque vous allez dans des grands cabinets, il y a toujours un PDG qui se dit, elle est mignonne celle-là. Oui. Est-ce que vous voulez manger avec moi ce soir? Et après, vous parlez de compétences, après, vous parlez de ses problèmes, et vous commencez à parler des solutions. Et là, le côté mâle commence à prendre un peu de recul, parce qu'on arrive un peu comme des médecins pour apporter des solutions. Donc, c'est si on vous voit rentrer, ah, tiens, ça peut être très intéressant. Mais au bout d'une heure de conversation, on se rend bien compte que la jeune femme, elle a un objectif à atteindre et elle va fermer la porte. Maintenant, si vous voulez ouvrir la porte... Mais il faut signer un contrat avec des grands chiffres. Il se dit, pour que je signe en dessous, mon dîner et puis... Mais ça, c'est quand on n'a pas été dans sa base, je reviens toujours à la cellule familiale, on n'a pas inculqué des valeurs. Lorsqu'on inculque des valeurs d'excellence, on peut arriver à faire ce qui paraît impossible parce qu'on est déterminé et là, on n'a pas besoin de se compromettre. Et c'est là l'un des atouts de la femme et peut-être pour ça que c'est difficile en politique. Les femmes ne se compromettent pas ou très peu. Oh, je dirais pas ça. Hein. Très peu. C'est parce que les hommes ne parlent pas peut-être suffisamment de ce qu'on leur propose souvent quand on arrive dans leur bureau. Encore faut-il qu'ils disent la vérité. Ça dépend du type de transaction. C'est pas professionnel parfois. Mais lorsque nous sommes sur un terrain professionnel et que vous êtes compétente, vous n'avez pas de transaction de ce type à faire. Bien. Bon, je suis content de l'entendre. Vous aussi, docteur, vous n'avez pas connu ça? Non, les femmes, c'est pas uniforme, franchement. D'abord, de part d'où elles viennent, de leur éducation, de leur parcours, de leurs conditions économiques. Parce que la condition économique, quand même, de la femme, quand elle est fragile, quand elle n'a pas de moyens, elle est sujette à beaucoup de propositions malsaines et elle peut céder uniquement pour des raisons économiques. Donc, il y a donc beaucoup de catégories en matière de femmes. Mais je dis... Donc, ne voyez pas le diable que d'un seul côté. Il y a des femmes qui font des propositions, hein, ça je peux Oui, bon, bien sûr, pour survivre. Alors, dans le tour d'Afrique que nous faisons, beaucoup de femmes ont dit il faudrait quand même qu'on mette un accent sur la jeune génération, les plus jeunes qui sont confrontés à des outils que nous n'avions pas, nous en tout cas, quand on était beaucoup plus jeunes, les réseaux sociaux, la toile. Quels sont les conseils que vous pouvez donner parce que... On voit beaucoup de déviance dans ce domaine-là, on voit beaucoup de drames, de tragédies, et les mamans se plaignent beaucoup de cela. Quels sont les conseils que vous, qui avez un parcours plutôt remarquable, vous avez envie de donner à ces jeunes-là par rapport à ces outils qui sont indispensables, mais qui peuvent être aussi très dangereux? Professeur Biwole? C'est vrai, c'est très vrai. Et on va se rendre compte, lorsque vous parlez des dépravations, on va se rendre compte que la famille, malheureusement, sera à nouveau convoquée. Et je parle sous le contrôle du médecin et peut-être des psychologues, que dépasser un certain âge, ça peut être très tard. Donc, on se rend compte lorsqu'on observe notre société, pour diverses raisons, il y a beaucoup d'enfants qui naissent des parents, je peux dire des enfants... des relations voilà, disons, situations difficiles, qui vont les amener... Des situations difficiles, pour ne pas dire extra-famille, extra-conjugale. Et je pense que c'est un phénomène qu'on doit réellement adresser. Au-delà des accidents de parcours comme les décès et autres, il faut dire qu'il y a plusieurs enfants qui naissent justement dans des conditions de plus en plus difficiles. Mais quand vous dites ça, vous pensez à quoi exactement? C'est-à-dire, ils sont nés hors mariage, mais c'est pas nouveau, et est-ce que c'est déjà un handicap au départ? Ils sont nés hors mariage, peut-être les mamans n'ont pas suffisamment... Voilà. Peut-être la maman n'a pas suffisamment de ressources pour l'accompagner. Nous sommes dans un environnement où l'accompagnement institutionnel et social est fragile parce que nos pays n'ont pas suffisamment de ressources au niveau des assistances sociales pour accompagner ce type de famille. Et on se rend compte que les déviances commencent de plus en plus tôt. Nous qui avons... moi, j'ai une fille et pendant toute sa scolarité, j'étais parent d'élèves. J'étais déjà présidente des parents d'élèves et on observait quand même un ensemble de phénomènes. Et lorsqu'on questionnait ces phénomènes-là auprès de ces enfants, on se rendait compte que la famille avait quelque peu relâché. Oui, mais dans le même temps, comment faire puisque c'est de plus en plus le cas? Oui. Et on ne va pas dire que ces enfants-là soient perdus, qu'il y a bien une solution, il y a bien
Il y en a pas mal qui réussissent aussi. Et je voudrais aller plus loin pour dire que le phénomène est d'autant plus important aussi que le deuxième levier, ou bien l'un des leviers sur lequel on s'appuyait à l'époque, c'était l'Église. Bon, on en a beaucoup aujourd'hui. Non seulement on en a beaucoup, elle présente également le risque. Oui. Voilà. Donc, je me dis, c'est un environnement difficile. J'ai envie de revenir à la responsabilité familiale parce que pour faire un enfant, il faut qu'on soit conscient de ce qu'un enfant, c'est 20 ans, c'est 25 ans d'accompagnement. Et ce n'est pas un jeu. Parce que maintenant, on se rend compte que dès que vous êtes amoureux, vous faites un enfant. Apparemment, l'enfant est la preuve de plus en plus de l'amour ou de l'attachement. Et pourtant, il s'agit d'un enfant. Donc moi, je crois qu'il y a une sensibilisation à faire de ce point de vue. C'est pas un cadeau. Par contre... Vous le vivez au quotidien. Et le contraste que je voudrais soulever, c'est que plus les femmes sont scolarisées, moins ces problèmes sont adressés. Je sais pas comment vous observez ce phénomène. Et pourtant, on s'attendrait justement à ce que l'école joue également un rôle important. Parce que s'il faut donner des conseils seulement sur la base de nos expériences individuelles, c'est vrai, ça peut être un exemple. Parce qu'il faut dire que nous tous, on a connu des fractures de diverses manières, beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Moi, je suis orpheline très tôt. Et parfois, grandir orpheline, ça aussi, c'est risque. Donc moi, je pense que pour revenir à la personne adulte qui est déjà à l'université, dont la jeune fille adulte, qui est relativement scolarisée, il faut qu'elle soit déjà consciente de tout cet environnement. Mais moi, je parlais là de ceux qui ne sont même pas encore à l'université, les plus jeunes qui s'enferment dans les maisons, qui ont leur tablette, qui ont leur téléphone et qui ont créé leur monde. Ça ne vient pas de moi, c'est la plupart de ces mamans sur les réseaux sociaux qui sont venus pour nous alerter sur le fait qu'il fallait peut-être leur parler. Il faut un âge pour avoir un accès libre à ces réseaux sociaux-là, parce que je pense que la fragilité aussi peut les amener à se perdre. Oui, et j'allais rajouter qu'il faut un âge, mais avant l'âge, il faut qu'on puisse créer de véritables relations parents-enfants. Il faut qu'on puisse avoir un dialogue. Le parent doit connaître son enfant, le confier à l'école, dans les églises, c'est très bien, mais il faut le connaître pour pouvoir identifier ce que pourraient être ses zones de faiblesse et être attentif à l'accompagner. C'est beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous voyez des familles où tout le monde est à la maison, chacun est sur son téléphone. Mais il paraît que c'est le nouveau mode de vie. Donc, à la fin, on aura passé 18 ans avec ses enfants, mais on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les accompagner. Donc, il faut s'impliquer dans l'éducation des enfants. Et puis, il faut, à mon sens, accompagner très tôt les enfants à identifier leur pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire pour contribuer à ce que ça change dans l'humanité, à ce que ça change autour d'eux, dans leur communauté, dans l'environnement. Et une fois qu'on a ce type de discussion, ces dialogues avec les enfants, ça leur permettra toujours d'aller sur les réseaux, mais peut-être d'aller à l'utile, d'aller à ce qui peut les accompagner, à ce qui peut les développer. Et surtout, de ne pas se laisser enfermer par les stigmates, par les biais, parce que ce sera toujours existant. Mais moi, j'ai ma mission, je fais comment? Je me fais accompagner par qui? Et moi, j'insiste toujours, qu'on soit parents, seuls parents, etc., il faut pouvoir dialoguer. Mais là, on a dit quelque chose à l'instant qui me frappe un peu, je ne sais pas pour les autres, quand on dit que ces enfants naissent de plus en plus hors mariage, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui, docteur Ngouatbel? Oui, non, parce que définitivement, l'enfant a besoin de 2 parents pour avoir une éducation. Ça n'a pas changé. Mais c'est dur pour l'enfant qui naît avec sa mère seulement. Se dit qu'il part avec un handicap. Non, j'ai dit pas forcément un handicap. Le plus simple, c'est le plus logique, c'est un enfant qui a 2 parents. Le père a son rôle, la mère a son rôle. Ça, c'est théorique, c'est trop beau, mais de plus en plus, c'est pas possible. C'est pas possible parce que même dans les couples mariés, on peut se retrouver avec un des parents qui est défaillant. Et ça donne encore plus de charge aux femmes. Et la plupart des femmes aujourd'hui sont prêtes à faire des enfants, même sans le père à la maison. L'enfant aura le père, mais ils ne seront pas dans un foyer. Donc, ça lui donne encore plus de responsabilités en matière d'éducation. Donc, il faut qu'elle fasse le travail de la mère, le travail du père, le travail des grands-mères, des grands-pères. Donc, il faut encourager vraiment tout le monde aujourd'hui être très attentif par rapport à l'éducation des enfants. La femme devrait pouvoir se sacrifier de temps en temps, s'il le faut, pour pouvoir éduquer ses enfants de façon à les amener à être matures. Et l'histoire des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est dramatique, qu'il faut absolument combattre. Je reçois pas mal de C'est ça, il y a des choses importantes qu'on découvre en allant sur Internet, en allant sur les réseaux, mais il y a des choses
effroyable qu'il faut absolument éviter de regarder. Mais on n'a pas de moyens. Mais maintenant, c'est pas la famille qui peut le faire parce que... Surtout que bon, là, vous êtes des femmes leaders, plutôt vous avez une certaine éducation, mais il existe des familles où la maman ne sait même pas lire, elle ne sait pas ce qui se passe. Comment on l'accompagne dans ce cas-là? Ça encore, je pense que les responsables étatiques devaient pouvoir mettre les limites pour l'utilisation de ces outils-là qui sont vraiment... Oui, mais lorsqu'on met les limites, on empêche aussi à l'enfant de s'ouvrir sur le monde, puisque c'est devenu la fenêtre. C'est un débat qu'il faut ouvrir aussi, celui-là. C'est un débat qu'il faut ouvrir, et puis ça va nous ramener toujours à la question du sens de la responsabilité. Eh bien, je pense qu'on va revenir sur ce débat-là. Malheureusement, le temps tourne vite. Nous avons écoulé le temps du débat africain consacré à cela, à vous les femmes. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Bon courage, que les filles aient envie de ressembler à vous qu'à celles qui regardent sur les papiers glacés. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation de ce magazine était assurée par Sébastien Faye, avec au son Olivier Raoul. L'actualité continue sur France 24. Leur silhouette se découpe dans le crépuscule à l'entrée d'une mine désaffectée. Mineurs illégaux, ils descendent à la nuit tombée dans les puits abandonnés parce que plus assez rentables pour gratter les restes de charbon. En Afrique du Sud, on les appelle les Zamazama, ce qui veut dire en zoulou ceux qui essaient encore et encore. Zamazama, ça veut dire qu'on essaie d'extraire ce charbon. On n'essaie pas, on y arrive. Il est là, on le sort. On devrait nous appeler des mineurs artisanaux. Bongin Kosi a 31 ans et cela fait plus de 10 ans qu'il creuse pour survivre. Ce charbon, il le vend à un prix dérisoire, moins de 30 € la tonne. Cette nuit-là, en 12 heures de travail, il ne gagnera que 15 €. Là, maintenant, je peux peut-être faire encore 6 ou 7 ans. Si je continue ce boulot. Mais je ne tiendrai pas 10 ans de plus. Dans un pays qui compte plus de 30% de chômeurs, ils sont des dizaines de milliers comme lui à risquer leur vie au fond de mines désaffectées. Chaque année, certains meurent dans des effondrements ou des explosions. Tu t'effondres. La lumière s'éteint, ton corps devient tout faible. Et tu tombes. Et s'il n'y a personne pour te sortir de là, c'est fini pour toi. Mort accidentelle ou mort à petit feu, à Ermelo, cité minière déshéritée à 2 heures de Johannesburg, l'eau et l'air sont pollués et empoisonnent lentement les mineurs. La faim, c'est plus dur que la pollution. Je ne peux pas dire que c'est bien, c'est pas bon pour nous. On est désolé pour la prochaine génération, mais on souffre aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont souffrir aussi. Chauffage, cuisine, ici tout marche au charbon. La région du Mpumalanga n'est qu'une immense mine à ciel ouvert. Selon Greenpeace, c'est l'endroit au monde où l'air est le plus pollué.